Bonjour à tous et merci de nous faire l'amitié de rallier ce plateau spécial qui va se pencher sur 10 ans d'expérience de décentralisation au Bénin. Oui, déjà 10 ans, depuis la toute première élection des premiers maires en 2003 au Bénin et dans la foulée, la création d'une association fêtière, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Un doublé d'anniversaire donc pour accompagner le festif, mais avant on marque une pause pour examiner ce qu'on a réussi et ce qu'on a moins bien réussi en 10 ans d'expérience de démocratie locale ou de gouvernance locale, c'est selon. Parlant de gouvernance locale, c'est une gouvernance qui est censée assurer aux côtés de l'État central le développement équilibré de toutes les contrées dont les plus enclavées et excentrées des centres de décision sont souvent laissés sur le bas-côté du développement. 10 ans après, sur ce plateau spécial donc, qui va se dérouler en 3 panels, nous allons explorer avec des élus locaux, des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, les grandeurs et faiblesses de ces 10 ans de processus de décentralisation. Nous allons également voir ce que l'ANCB a pu apporter comme contribution à ce processus et envisager les perspectives sous lesquelles le processus de décentralisation va pouvoir mieux servir les premiers bénéficiaires qui sont les communautés locales à la base. Sur ce premier plateau qui va évaluer dans un premier temps le processus de décentralisation, j'ai le plaisir, je vous l'avais annoncé, de vous présenter M. Osseni Moukaram. Vous n'avez pas été au début de la décentralisation, vous l'avez rattrapé au deuxième mandat. Oui, mais il y a eu des aînés quand même qui ont vécu une bonne expérience quand même pendant 5 ans et qui nous ont passé le témoin. Et vous allez pouvoir témoigner sur les expériences des 10 ans ici. Je crois. À ma gauche, un autre maire, un Béninois, mais qui nous vient d'ailleurs de la France. Son nom, Hubert Zoutu, un Français d'origine béninoise qui a le bonheur de diriger la mairie de Bouville. Voilà, oui. J'y arrive. Avec votre expérience à la tête de la mairie de Bouville, on va voir le regard comparatif des différentes expériences françaises et béninoises. Absolument. J'ai annoncé des experts, il y a des PTF, des partenaires techniques et financiers. En termes de partenaires techniques et financiers, on a le chef de file qui est représenté ici à travers la coopération suisse en la personne de Madame Séverine Donné-Descartes. Merci de nous faire l'amitié, de venir nous dire votre appréciation sur l'appui, l'accompagnement que vous avez pu faire jusque-là et les réussites également que vous avez pu constater et ce qu'il est amélioré. En face de Mme Donné-Descartes, l'expert en gouvernance locale, Narcisse Tometti, il aura un regard quelque peu indépendant et scientifique sur le processus. Merci donc de venir partager ces différents regards avec nous. Le développement local, c'est avant tout les services sociaux de base. Chers élus communaux, quel est votre bilan après 10 années de gestion du pouvoir local ? Nous allons évaluer le cadre législatif. Il y a pas moins de 6 lois qui encadrent le processus de décentralisation au Bénin, qui régissent l'administration territoriale, l'organisation des communes, des élections locales, du financement et de l'intercommunalité. Est-ce que vous pensez que, après 10 ans d'expérience, ces lois sont suffisamment efficaces pour apporter des réponses réglementaires à la gestion de la décentralisation? Monsieur Moukaram aussi. Oui, ces lois ont fait leur parcours, leur temps. Et je prends l'exemple de la loi qui a régi les élections, par exemple. Il y a un nouveau code électoral qui a été voté. Forcément, ça a pris en compte les améliorations qu'il faut apporter à ces élections au niveau local. Il y a également le régime financier, qui a une loi qui a été dédiée à cela. Il y a beaucoup de choses à améliorer à ce niveau également. À savoir, par exemple, les relations entre le comptable de l'État, qui est le receveur, et le maire qui pense avoir une autonomie au niveau de sa commune. Il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau. Il y a tout le reste, les relations qui régissent la préfecture, la tutelle avec les communes, qui voudraient avoir une liberté d'action et qui sont parfois disons, recadré par la tutelle au niveau du contrôle de légalité des tests, des décisions qu'ils prennent. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais déjà, il faut reconnaître que beaucoup de ces tests ont bien fonctionné
pendant quand même 10 ans, nous pouvons nous sentir heureux au Bénin parce que dans d'autres pays, nous sommes quand même un peu en avance. Au niveau de l'UEMOA, on fait le point entre nous. Au niveau de l'UEMOA, le Bénin est quand même bien positionné par rapport à la décentralisation. Nous avons un ministère qui est entièrement dédié à ce processus. Il faut féliciter le gouvernement. Il y a souvent des couacs entre les autorités déconcentrées, les préfectures, et vous, les élus locaux, par rapport à la tutelle, la gestion de la tutelle. Il y a des problèmes aussi de clarification par rapport à la réglementation des perceptions fiscales, oui, n'est-ce pas, à la base. Oui, j'avoue qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses à clarifier parce qu'il y a certaines communes qui ont des difficultés avec leur préfecture. En quel terme ça se pose? Ça se pose souvent au niveau de certaines décisions que le conseil municipal ou communal juge peut-être utile pour le développement de sa localité, prendre des tests, prendre des décisions qui doivent passer devant la tutelle pour son appréciation et garder le contrôle de l'égalité. Parfois, il y a des problèmes. La préfecture qui se réunit autour de cette décision peuvent décider d'annuler cette décision par arrêté que le maire a pris suite à une décision du conseil municipal, une délibération. Vous considérez que c'est trop de pouvoir que la préfecture se donne sur votre gestion? Ce sont les tests qui lui donnent ces droits de contrôle, d'avoir un regard sur, pour ne pas laisser peut-être aussi trop les maires avec trop de liberté de décision, pour voir si les décisions qui sont prises ne vont pas gêner d'autres libertés qui sont à préserver par l'État central qui est chargé de réguler la situation. Il y a des problèmes qui se posent à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau de la recette perception, voilà, qui est gérée par un receveur-percepteur, qui est un comptable de l'État, un agent du Trésor qui gère, c'est lui qui paye tous les mandats que le maire signe en pensant à son autonomie financière. Et il peut avoir des mandats qui sont signés par le maire et que le receveur refuse parfois de payer parce que ce n'est pas conforme, par exemple, aux lignes budgétaires qui sont décidées suite à un budget qui est voté, ou soit il voit des anomalies ou bien des pièces qui ne sont pas conformes au niveau de ces mandats. À quoi vous imputez le problème? Si défaut de maîtrise des textes par les maires, les élus locaux? Bon, les deux. Il y a aussi parfois des ailes qu'on remarque au niveau de certains receveurs-percepteurs qui dépassent leurs prérogatives et refusent de donner les moyens, par exemple, aux communes d'agir pour financer leur développement. Il y a aussi le fait aussi également, je l'avoue, certains maires qui peut-être ne regardent pas bien les lignes budgétaires et signent des mandats pour régler peut-être des charges qui ne sont pas en temps décidées par le budget. Et forcément, il y a cela. Mais du fait de cette unicité de caisse où les moyens financiers de l'État sont versés directement dans la même caisse au niveau national, au niveau du Trésor, une commune peut avoir des moyens qu'il dépose au Trésor. Le Trésor aussi par rapport aux dépenses de souveraineté de l'État peut utiliser, comme c'est la même caisse, il peut avoir des sous qu'une commune demande et difficile à avoir. Ça gêne, ça retarde parfois certaines dépenses au niveau des localités. Il y a plein de choses qu'on peut revoir pour améliorer les choses, mais je crois que ça fonctionne quand même pas mal. Alors, en matière de cadre institutionnel, il y a eu quelques avancées. Il y a eu des avancées. J'ai noté pas moins de 5 institutions ou structures. D'abord, un ministère de tutelle dédié. Et à travers ce ministère, plusieurs structures, directions techniques qui ont été créées pour encadrer et accompagner la décentralisation. Est-ce que vous pensez que on peut considérer ça comme une réussite, monsieur l'expert, en matière d'accompagnement institutionnel de la décentralisation? Je ne parlerai pas de réussite, mais plutôt d'avancée. C'est-à-dire que la décentralisation au Bénin bénéficie quand même d'un environnement juridique et réglementaire que je trouve acceptable, certes perfectible, parce que cette décentralisation n'a que 10 ans. Et si les structures du ministère en charge de la décentralisation ont bien fonctionné, 10 ans de pratique
expérimental de la décentralisation, c'est aussi 10 ans de capitalisation dans chacun des domaines de compétences dédiés par les thèses de la République. Je ne suis pas sûr qu'on ait trop progressé sur ce terrain de la capitalisation, parce que c'est la capitalisation qui permet de pouvoir mesurer là où nous avons réussi. Je ne veux pas qu'on mesure la réussite du point de vue de la politique politicienne. Je dis cette précision pourquoi. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons un ministère dédié. Entièrement dédié. Entièrement dédié. Nous avons un cadre juridique plus ou moins étoffé. Parce que la plupart des lois ont leur test d'application. C'est une avancée. Nous avons une politique. Nous avons un instrument financier qu'on appelle le Fonds d'appui au développement des communes. Les communes aussi, à la suite de ces instruments, ont mis en place leur plan de développement. Hein, le fameux PDC. Voilà, les PDC, qui sont des instruments de réflexion stratégique sur le devenir des territoires, dans chacun des domaines de compétences. Il y a eu aussi la création d'une direction de l'aménagement du territoire. Tout à fait, qui a aussi une approche basée sur l'intercommunalité. Et puis hier, j'ai suivi à la télé, il y a la création d'un centre de formation le Céphale. Voilà, de l'administration locale. Tout ça, c'est des avancées. Mais au plan institutionnel, ce que je pourrais noter au cours des 10 dernières années, c'est que de la première mandature à la deuxième, on a constaté un relèvement sensible du niveau des maires et des conseillers. De leurs compétences. Du niveau, je parle d'abord du niveau, c'est-à-dire que ce soit du niveau intellectuel ou même... l'appropriation même de la décentralisation du processus de la gestion locale. Aussi, il y a une compréhension des enjeux de la décentralisation que je trouve plus avancée que ce que nous avions noté. Grâce à l'accompagnement institutionnel, vous voulez dire. Mais il y a eu beaucoup de formations, il y a beaucoup de programmes. Aussi, bon, il y a des maires qui veulent quand même faire quelque chose pour leur localité, ça il faut le souligner. Bon, maintenant il y a beaucoup de biais dans le dispositif institutionnel. Moi je pense qu'on n'a pas besoin de tant de direction, ça c'est très clair, pour actionner notre décentralisation. Et ce que je voudrais noter à ce niveau, c'est une erreur de penser que nous sommes dans la décentralisation. Je parlerai beaucoup plus de pré-décentralisation avancée. Mais c'est peut-être pour ça qu'on parle de processus. Parce qu'à ce jour, le Bénin, tout à fait, mais on n'est pas dans la décentralisation, on est dans une pré-décentralisation avancée, parce que nous n'avons pas, dans ce pays, aucun dispositif permettant de réformer tous les ministères concernés par les compétences contenues dans la loi de la décentralisation, dans le sens des compétences et des ressources à transférer. Donc, le Bénin ne dispose pas d'un plan de décentralisation et de déconcentration. Donc, décentralise. Malgré la politique de décentralisation. C'est-à-dire, si un ministre aujourd'hui ne veut pas décentraliser... il n'a pas de contrainte. Il n'a aucune contrainte. Si un ministre ne veut pas déléguer des compétences et des ressources à ces structures démembrées qui doivent accompagner techniquement les collectivités locales, c'est sans contrainte. Donc, par rapport à tout ceci, je dis, nous ne sommes pas dans une décentralisation, nous sommes dans une pré-décentralisation avancée. Vous savez, quand vous parlez de cadre institutionnel aussi, il faut parler de la responsabilité des partis politiques dans la mise en œuvre de la décentralisation. Parce que quand vous prenez l'article 2 de notre Constitution et l'article 153, l'article 2 dit la gouvernance du peuple par le peuple. Et l'article 153 dit que nous allons à la décentralisation pour le développement équilibré et harmonieux du développement du territoire national. Et c'est au nom de ça qu'on a mis en place une politique et un instrument financier qu'on appelle le FADEC. Donc vous considérez que les partis politiques se mettent un peu en retrait de la question et attendent de se porter au pouvoir avant de s'en saisir? Pas d'animation de la vie politique au niveau local. Deuxième élément, nous avons une pré-décentralisation perchée. Ça veut dire quoi? La vraie décentralisation, c'est l'animation de la vie locale au niveau village, au niveau quartier. Ça n'existe pas. Même les conseils de quartier, les conseils de village ne se réunissent pas. Et il n'y a aucun mécanisme d'interpellation. Alors, ce qui fait que
Mais pourtant, on le verra peut-être dans la les panels gouvernance qui vont suivre, locale pour les 10 ans incarne beaucoup plus une prédécentralisation perchée. Nous ne sommes pas descendus à la vraie base. Je vais m'adresser aux partenaires techniques et financiers vous qui injectez de l'argent dans ce processus aux côtés de l'État. Est-ce que vous considérez que ce cadre institutionnel, considéré comme un peu trop lourd par l'expert, est aussi budgétivore, pas trop budgétivore? Non, je pense que c'est un processus. Et c'est vrai que dans l'idéal, le pourcentage du budget qui pourrait être alloué au niveau des communes pourrait être plus important. Je pense que justement le processus de décentralisation a amené un budget plus important au niveau des communes. Si on compare avec la situation en 2003, je pense que les communes ont des budgets un peu plus importants et des moyens à disposition un peu plus importants que l'année 2003. Donc de ce point de vue-là, elles ont aussi un peu plus de moyens pour répondre aux nombreuses attentes de la population. L'objectif de la décentralisation, c'est quoi? C'est de rapprocher l'administration des administrés, c'est de rapprocher le citoyen de ses élus. C'est ça avant tout. Et donc de donner le moyen à ces élus et à cette administration de pouvoir répondre aux nombreuses attentes. On ne peut pas toujours répondre à toutes les attentes. Il y a une nécessité de faire des priorisations, c'est aussi l'objectif des BDC, des budgets. Donc je pense qu'on est dans un processus qui peut être certes amélioré, tant au niveau législatif, on en a parlé, après 10 ans ça peut être l'occasion de faire un peu la capitalisation et de voir qu'est-ce qui pourrait être évolué dans les textes. Il y a aussi par rapport au financement qui peut arriver à la base des moyens de l'améliorer, notamment par rapport au ministère sectoriel. À ce propos, je pense que les initiatives en cours, notamment les plans 2D de décentralisation et de déconcentration des ministères sectoriels et le plan PDDI au niveau des départements, sont des outils qui devraient permettre à terme à ces ministères sectoriels de pouvoir décentraliser et donner plus de moyens, transférer plus de ressources aux communes qui, c'est vrai pour l'instant, n'ont pas encore les moyens financiers de leurs compétences. Justement, monsieur le maire, parlant de moyens financiers, merci de me passer la transition. Vous avez de gros soucis par rapport à la mobilisation financière pour investir dans le développement local? Déjà, pour répondre aux attentes des populations, vous savez, la décentralisation, l'État central, c'est comme si l'État central s'est débarrassé de tous ces problèmes vers les communes. Vous savez, les communes, à travers le transfert des compétences, sont chargées de gérer l'éducation sur le territoire, de gérer les déchets, de gérer les ordures, de régler les problèmes d'eau sur le territoire, d'électricité, d'éclairage public, de nettoyage des rues, l'administration même qu'il faut entretenir au niveau du personnel. C'est énorme pour les communes. Et l'État s'est débarrassé pratiquement de ça. C'est des problèmes pratiquement qu'on envoie. Il n'y a pas le transfert de ressources. Ça n'a pas suivi. Les ressources ne sont pas suivies au même niveau que les compétences qui sont transférées. Comment vous débrouillez alors sur le terrain? Je le dis toujours, hein, les maires, ils sont des génies. Des magiciens. Ils sont des génies par rapport à la hauteur des problèmes auxquels ils font face tous les jours. Vous savez, le citoyen qui a un problème, même au niveau santé, il ne pense pas au ministère de la Santé. Il pense directement au maire, à l'élu qui est proche de lui. C'est celui-là qui doit régler son problème de santé. Est-ce que c'est pour ça que de temps en temps, vous investissez dans la coopération décentralisée, vous allez à l'extérieur pour aller chercher... Pour certaines compétences où l'État doit nous accompagner, même pas les structures déconcentrées de l'État, pour appuyer techniquement les communes, ou bien envoyer du personnel, c'est-à-dire des ressources humaines, qu'il faut. Il y a des communes qui n'ont que peut-être le niveau BEPC, comme le cadre qui est supérieur dans leur localité. Qu'est-ce qu'un maire peut faire avec quelqu'un qui n'a que le BEPC ou bien que le bac? Alors que le maire, il peut penser à de très bonnes idées, mais il lui faut des cadres de conception. Et des cadres aussi qui vont l'aider à mettre en œuvre certaines politiques qu'il décide. C'est une décision qu'il prend au niveau du conseil municipal. Mais à travers la coopération, on règle les défaillances d'accompagnement de l'État sur certains domaines. Par exemple, au niveau, certaines communes ont, par rapport à l'eau, à travers la coopération décentralisée, où ils sont appuyés par leurs partenaires du Nord qui viennent en appui technique et en appui financier. Et d'autres, c'est peut-être au niveau de la construction des salles de classe, où ils sont accompagnés par leurs partenaires. D'autres, c'est la gestion des déchets. Comme Porto Novo, nous, c'est beaucoup plus la gestion des déchets à travers le Grand Lyon, où nous sommes accompagnés. Nous avons aussi des accompagnements au niveau de l'agglomération de Cergy-Pontoise, qui est un autre partenaire, qui nous accompagne au niveau de la planification
de l'aménagement de notre territoire. Alors, de ce point de vue, si vous permettez, je vais faire réagir le maire d'Edebouville. Vous êtes aussi vice-président d'une agglomération. Et est-ce que, quelle sorte d'appui les mairies du Bénin peuvent bénéficier de la part dans le sens de la coopération décentralisée? L'intercommunalité, moi je suis vice-président de la communauté d'agglomération CNR en charge de la coopération décentralisée. Et ici j'ai dans la salle, au niveau de l'intercommunalité, j'ai la commune de Boïcon que nous appuyons dans sa réflexion de développement. Et ma commune aussi, j'ai dans la salle le maire de Sémékoudji, que ma commune, petite commune, aide aussi dans le programme éducatif. Et que là, à Boïcon, par exemple, ce que nous avons appuyé depuis 2009, c'est l'eau. C'est l'eau. L'eau, on a appuyé parce qu'on a considéré que démarrer avec l'eau, en tout cas notre partenariat avec l'eau, c'est permettre d'éviter tous les maladies hydriques et que l'eau c'est la vie, comme on le dit. On n'est pas seulement, on n'a pas que l'appui de l'eau, mais hier par exemple, on a reçu les groupements de femmes dans l'appui au microcrédit. Ce qu'on sait aussi, hein, excusez-moi du peu les hommes, on sait que au niveau de l'Afrique et précisément du Bénin, le développement économique et le développement humain reposent sur les épaules des femmes. Quand les femmes prennent les choses en main, ça marche. Vous appuyez également sur cette politique nationale. Et qu'on appuie sur ce domaine, et que là, on est en train de réfléchir au niveau des partenaires du zoo à travailler avec l'UCOSE sur le bassin versant. Et ça, c'est un gros projet que nous allons mener avec l'UCOSE pour la rétention d'eau. Et travailler, la rétention d'eau peut permettre à ce qu'on développe l'agriculture, la production maraîchère, et que ça, nous y attelons pour y travailler dans les années à venir, à partir déjà du mois de septembre. Vous avez entendu le maire se prononcer sur le processus de décentralisation à travers le cadre législatif, le cadre institutionnel. Quel regard portez-vous sur l'expérience béninoise et, à vos yeux, sans intervenir en donneur de leçons, ce qui a marché chez vous et qu'on pourrait réussir ici? Alors, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que le Bénin, c'est une république jeune. 10 ans de décentralisation, à comparer avec la France qui n'a que 31 ans de décentralisation. Okay. La réelle décentralisation en France a démarré en 1982. Alors, on va aller sur des questions très précises. Sur la question de la tutelle, par exemple, que se disputent préfet et maire sur des questions précises, comment c'est réglé en France? Mais nous, c'est très simple, c'est que toutes les décisions reviennent au maire, dans la mesure où Et le contrôle, il est... Dans la mesure où on reste dans la légalité, dans les règlements, le contrôle de légalité est tenu par le préfet. Mais les maires... Et comment ça se gère sans, je suppose, sans trop de conflits? Mais il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, il y a une réglementation. On le sait tous, on reste dans la réglementation. Dès lors où on reste dans la réglementation, on peut prendre toutes les décisions. Et sur la question de la fiscalité, par exemple? Mais la fiscalité, alors il faut savoir aussi qu'au niveau de la fiscalité, je dirais que la décentralisation repose sur une fiscalité claire et propre. Savoir par exemple tout ce qui concerne comment dirais-je, tout ce qui concerne le transport revient à répartir selon les strates. Tout ce qui concerne par exemple les entreprises interviennent pour leur part dans le budget communal et dans le budget régional ou départemental. Il y a une clé de répartition. Il y a une clé de répartition qui est claire pour tout le monde. Et le foncier bâti et non bâti. Excusez-moi, parce que le souci des maires ici, c'est de ne pas accéder à suffisamment de ressources. Sur la question du transfert des ressources, par exemple, la clé de répartition, elle donne la part belle aux maires
mairies, je veux dire. Moi, je vous dis tout simplement. C'est ce qui préoccupe. Prenons par exemple le foncier bâti et non bâti. Moi, je suis dans une intercommunalité. Tout ce que peut produire l'intercommunalité au niveau du bâti revient systématiquement à ma commune. C'est clair. Demain, on pourrait avoir une autre clé de répartition dans la mesure où l'État intervient de moins en moins au niveau du budget de fonctionnement, la dotation globale de fonctionnement, vu les problèmes économiques que nous avons. On pourrait, au niveau de l'intercommunalité, mettre en place une clé de répartition au niveau du foncier bâti et non bâti. Mais aujourd'hui, je peux dire que ma commune, qui représente le troisième pôle économique de notre intercommunalité, repose quand même sur une dotation budgétaire assez confortable. Est-ce que la question du transfert des compétences, et on aura fini pour boucler ce premier panel, la question est définitivement réglée en France, ou bien on vous donne beaucoup de compétences, mais on tient toujours la bourse du côté de l'État central? Comme je vous disais tout à l'heure, non, mais l'État central, jusque-là, prenait les décisions, jusqu'en 82, prenait les décisions, décidait de tout dans le fond et dans la forme. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui sont dévolues, mais j'ai entendu tout à l'heure, il y a des compétences qui ont été transférées à la commune, mais sans les ressources. Justement, il faut vous dire aussi qu'en France, on a connu ça dans les dernières années. Comment ça a été réglé? Ça a été réglé, ça n'a pas été réglé, puisque on nous fait comprendre tout simplement qu'il va falloir faire des économies. Et c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine parce que tout ça aussi, il faut dire que jusque-là, on vivait aussi, je dirais, un peu dans l'opulence et qu'il va falloir serrer un peu les ceintures aussi. Alors que les communes prennent en charge définitivement leur destin en ayant suffisamment de ressources pour conduire les plans de développement communaux et permettant aux populations locales de profiter réellement du processus de décentralisation, on a tous compris ici, sur ce plateau, à travers le cadre législatif, institutionnel, le financement du développement local, que c'est un combat de longue haleine et que l'État central doit, s'il transfère des compétences aux communes, admettre que ces communes disposent de ressources et les aider à relever le défi. Merci beaucoup pour avoir suivi ce panel. Populations à la base. Aucun développement local durable n'est possible sans la mobilisation des ressources locales. Vous devez donc payer vos impôts et taxes pour donner à votre conseil communal les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de sa vision de développement. Décentralisation au Bénin, qu'a-t-on pu faire en 10 ans d'expérience? On vient de voir le parcours de la décentralisation à travers le cadre législatif, institutionnel, le financement, les questions de transfert de ressources et de compétences. On va se pencher à présent sur le bilan de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, structure fêtière des maires, née juste après l'élection des tout premiers maires en novembre 2003. Qu'a pu faire ce syndicat des maires, si je puis me permettre, pour accompagner, appuyer les autorités locales? On va évaluer le bilan à travers d'abord des évidences. Les évidences, c'est une forte structuration de cette association à travers la mise en place d'un plan d'action, d'un plan de lobbying, des manuels de procédure, mais également une association qui a pu se hisser dans pas moins de 50 conseils d'administration, de commissions, de comités, de diverses structures qui accompagnent la décentralisation. Mais toutes ces actions, pour quels résultats concrets? Pour poser ces questions, pour répondre à ces questions, on a invité sur ce plateau les acteurs concernés au premier plan. Le secrétaire général de l'ANCB, en la personne du maire de Semekoji, M. Mathias Bédan. Merci de nous faire l'amitié de venir répondre à ces questions pour passer au crible vos actions en 10 ans d'expérience. Oui, merci monsieur le journaliste. Vous savez, comme toute structure, l'ANCB, dès sa naissance, a réfléchi à sa manière de vivre. De manière classique, nous avons
et des organisations telles que l'ordre, telles que les pharmaciens qui ont l'ordre des pharmaciens. Vous avez des avocats, il y a l'ordre des avocats. Et dans les structures économiques, il y a des syndicats. Et compte tenu de la spécificité de la NCB, bon, les maires, et dès leur avènement, pensaient qu'il faut absolument s'organiser aussi et avoir une structure fêtière. Au premier rôle également, il y a votre adjoint en la personne de M. Christophe Megbedji. Il est maire de Koulé-Kamin, oui, secrétaire général adjoint de l'ANCB. Oui, merci beaucoup. Vous vous préparez à fêter, c'est un doublé d'anniversaire, mais bien sûr, on va... 10 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une structure. Je vais commencer par d'abord remercier toutes les structures, tous les partenaires qui nous avaient aidés en 2003. Parlant de remerciements, vous me fournissez la perche pour remercier sans doute par votre nom l'ambassade d'Allemagne, oui, qui a appuyé dès sa création la NCB. Très bien. L'ambassade est représentée ici par son premier responsable, son excellence Hans-Jörg Neumann. Je n'ai pas écorché votre nom. Formidable. Très bien. Très bien. Eh bien, il a choisi ce partenaire de vous accompagner, de vous appuyer dès le départ. Pourquoi avez-vous cru qu'il fallait créer cette association des maires? L'Allemagne est un pays fortement décentralisé. Et nous savons que pour que cette décentralisation marche, il faut des partenaires. Il faut des partenaires au niveau gouvernement central, mais aussi les communes. Et les communes seules sont trop faibles. Donc il faut une association. La NCB était la solution. Et c'est pour ça que dès le début, l'Allemagne a assisté la NCB dès sa création, avec la formation, avec beaucoup d'assistance pour fêter le jour national de la NCB. Nous sommes convaincus que c'est fortement nécessaire. Et nous avons trouvé que le NCB, à fur et à mesure, a vraiment trouvé son rôle. Mais très bien, on verra tout à l'heure sur le plateau dans le développement si vous avez eu raison, vous me direz si vous avez eu raison d'appuyer, de contribuer à la naissance de l'ANCB, au résultat des 10 ans d'expérience. Parlant de structures intervenant, accompagnant les communes, il y a aussi le groupement intercommunal des collines qui travaille également à la défense des intérêts à travers ce qu'on appelle l'intercommunalité, des intérêts des communes regroupées dans une même région. Alors cette fois-ci, c'est dans les collines et le groupement est représenté ici par M. Denis Ayenan. Il nous dira sur ce plateau, merci d'abord d'accepter notre invitation, et il nous dira si c'est une structure qui se pose en concurrent ou s'il est possible d'établir des passerelles de coopération avec la NCB et le regard qu'il porte sur le parcours de la NCB. Parlant du parcours de la NCB, monsieur le secrétaire général, j'ai évoqué une fausse structuration. Vous avez élaboré un plan d'action stratégique, des procédures, des manuels de procédures. Vous êtes ici dans pas moins de 50 conseils d'administration, mais tout ça pour quels résultats concrets sur le terrain, aux côtés des mairies? Eh bien, moi, je crois que toutes ces structures pour rendre l'ANCB incontournable dans l'animation du processus de la décentralisation au Bénin. Si vous n'êtes pas organisé, les gens vont vous dribbler et vous ne verrez rien. Parce que là où vous n'êtes pas, on décide de votre sort. Mais si vous êtes organisé, vous êtes présent et vous pouvez participer à tous les débats et à toutes les discussions qui concernent votre existence et votre avenir. Ça, c'est pour le principe de votre mission. Alors, à quel problème vous vous êtes attaqué et par rapport auquel vous avez obtenu des résultats au profit des mairies? Mais moi, je crois que l'ANCB a fait beaucoup. Vous savez, c'est celui qui ne fait rien, qui pense que l'autre ne travaille pas. Aujourd'hui, on parle de FADEC. Et notre ministre... Le FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes. Le Fonds d'appui au développement des communes. Notre ministre est très heureux d'en parler d'ailleurs à la télévision partout pour dire que les maires ont reçu telle dotation de l'État et telle autre dotation pour tel investissement et autres. Moi, je pense que le FADEC est un résultat de la lutte de l'Association nationale des communes du Bénin. D'ailleurs, dans sa composition, le FADEC, au sein du FADEC, il y a au moins 4 membres de l'Association des communes du Bénin, du bureau. Et puis aussi, nous avons lutté pour que des maires qui ne sont pas de la structure fêtière, qui ne font pas partie du bureau, soient représentés au niveau du FADEC.
Et vous savez le rôle que joue aujourd'hui le FADEC dans ce pays. Et au niveau des communes, outre le FADEC, en termes de financement, ça représente quoi en CFA? Bon, enfin, même si vous n'avez rien, on dit si vous n'avez pas votre mère, vous pouvez traiter votre grand-mère. À défaut de nous donner ce que nous voulons. Mais si on nous donne quelque chose, il faut s'en contenter. Aujourd'hui, il y a des communes... Combien vous avez pu capitaliser en termes d'investissement? De toutes les façons, disons à peu près 22 milliards. Bon, par rapport en 4 ans. Et toutes les communes? Les 77 communes, 22 milliards. Si nous prenons, on parle bien de ce qu'on connaît. Moi, je connais ce que moi j'ai reçu. J'ai reçu pour 4 ans. La part du Lion? Non, 700 millions. Ça ne fait même pas le tiers de mon budget annuel. Et pendant 4 ans. Vous voyez? Si j'ai vu certaines communes, on a dit les communes ont reçu 1 milliard, 800 millions. Qu'est-ce que même 1 million dans la commune à Porto-Novo représente? Vous avez... Disons 1 milliard, même 500 millions. Le FADEC, au niveau de Parakou, qu'est-ce que ça une représente? Conquête pour vous, déjà. Oui. D'accord. Et par rapport à la question du transfert des ressources, oui, qu'est-ce que vous avez pu faire? C'est l'un des problèmes. Ah oui, mais vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction que nous avons eu des outils de combat. Nous avons aujourd'hui une stratégie pour faire du plaidoyer en faveur du gouvernement et en faveur de certains nombres de communes. Et pour vous dire, au nombre de ces stratégies, avant le vote de chaque budget, au niveau du budget national, au niveau de l'Assemblée, la NCB est sollicitée pour présenter ses réalités, ses doléances et discuter avec les députés le mécanisme qu'il faut monter pour que le gouvernement en bon un temps soit peu dans la cagnotte des communes. Vous voyez, ça c'est aussi un aspect, c'est aussi un atout que nous n'avons pas quand il n'y avait pas notre association, ou au moment où on n'avait pas fait ce plaidoyer. Aujourd'hui, on ne peut pas voter le budget de l'État sans vous associer, sans quand même avoir le point de vue des maires et de l'ANCB. Vous voyez, c'est un atout important. Si vous permettez, je vais faire réagir votre adjoint sur un certain nombre d'autres évidences. J'ai parlé d'évidences. Vous avez lutté également pour l'obtention de passeports diplomatiques pour les maires. À quelle fin les passeports diplomatiques? Vous savez, les maires peuvent être amenés à voyager. C'est des gens qui représentent donc des territoires donnés. Et à l'étranger, quand même, c'est des autorités du Bénin. Il faut quand même leur remettre ce document-là, leur permettre de circuler librement, leur faciliter leur déplacement à l'étranger, tout simplement. Tout simplement, c'est vrai que le bonheur n'est pas toujours à l'extérieur. On peut l'avoir à l'extérieur comme on peut l'avoir chez soi. Et donc, ce document leur permet de circuler comme tout bon représentant. Vous travaillez actuellement aussi à un processus d'auto-évaluation des mairies appelé AEG. Mais cela a démarré depuis 2007. Nous venons de finir avec la deuxième édition. Les communes ont décidé de s'auto-évaluer, de se regarder dans un miroir, de voir leur nudité, voir leurs forces, leurs faiblesses. Ne pas attendre que d'autres personnes viennent dire vous êtes ceci, vous êtes cela. Et les communes ont commencé en 2007. La première expérience a été concluante. La deuxième aussi. Et nous devons poursuivre avec cette auto-évaluation-là. Et pourquoi ce processus d'auto-évaluation est très peu médiatisé? C'est comme si vous aviez encore des choses à cacher. Comment ça se passe d'ailleurs? Non, vous savez, nous sommes ici maintenant sur un plateau, c'est de l'argent. Vous comprenez? Et donc, la médiatisation décide des coûts. Vous savez que par rapport... Mais au plan local, c'est rendu public. Comment ça se passe en fait? Au plan local, c'est que c'est des acteurs locaux qui sont invités, qui viennent et qui se prononcent sur donc, le travail qui est fait par le conseil communal et le maire. Le conseil communal comme étant l'organe délibérant et le maire, l'organe exécutif. Un exemple concret. Alors, pour la construction d'une infrastructure sociale, où la mairie a fait des investissements, à partir de quel élément un citoyen lambda peut apprécier votre gestion financière? C'est des critères qui sont bien donc, retenus, des critères qui collent donc, à l'administration financière, à l'administration tout court, à la participation aux gens. Il y a au total 5 critères.
Alors, c'est par rapport à ces critères que les communes sont évaluées. Qui les évalue? Les acteurs locaux. C'est qui les acteurs locaux? C'est pourquoi on parle d'auto-évaluation. Vous avez dans ce paquet, vous avez quelques conseillers communaux, vous avez les ONG, vous avez les groupements de femmes, vous avez la société civile. Donc il y a les OSC, par exemple, les CPC, le souci de la participation citoyenne, oui. Dans le CREB, les MAEP, c'est tout un ensemble d'acteurs. Donc ce processus d'auto-évaluation, c'est pour répondre aux critiques qui vous sont faites de mauvaise gestion ou... Ce document par l'ANCB, ce document est envoyé dans toutes les communes, dans les organismes, dans les ambassades, au niveau des ministères, et vous pouvez voir le niveau de performance de chaque commune, relativement aux critères définis. Est-ce que vous voyez? Voilà ce qui se fait concrètement. Mais très rapidement, il faut que je fasse intervenir M. Denis Ayena. J'ai un point très précis qu'il importe de souligner sur l'auto-évaluation. Allez-y. Vous avez dit, est-ce que c'est pour répondre aux critiques? Non. L'auto-évaluation est un instrument mis à la disposition des maires des communes par l'ANCB. Vous voyez? Ça, c'est très important, il faut le souligner, parce que vous avez dit, quel est le rôle de l'ANCB? Si on ne précise pas ça, mais on ne saura pas que l'auto-évaluation est une stratégie qui permet aux communes de se connaître. Si nous prenons un exemple, moi je dis souvent aux gens que la commune de Clécamé a eu les meilleures performances par rapport à la commune de Séméko, qui est une grande commune en matière de mobilisation des ressources internes. Et ces bonnes pratiques sont, comme il a indiqué, partagées par au niveau des autres mairies. À partir de l'auto-évaluation, je me suis rendu compte qu'à Séméko, nous ne travaillons pas pour la mobilisation des ressources comme ça. Permettez-moi pour cette autocritique. Vous voyez, c'est ça qui permet à l'homme d'évoluer. C'est bien généralisé, aujourd'hui bien accepté par toutes les mairies, pardon. Je crois que les nôtres, il a même des nôtres attribués, il a eu des appréciations, et chaque maire s'est rendu compte de ses forces et de ses faiblesses. Donc c'est très important. Très bien. C'est ce que je voulais souligner. Alors je voudrais faire intervenir M. Denis Ayena, qui est le directeur exécutif du groupement intercommunal des collines, structure sœur, concurrente ou pouvant établir des passerelles de coopération avec la NCV? Merci. Non, je crois qu'il n'y a pas que le groupement intercommunal des collines dans cette situation. C'est, disons, à l'échelle de toutes les régions, de tous les départements aujourd'hui, il y a cette dynamique qui s'est installée. Ce n'est pas des structures concurrentes à la NCB. Qu'est-ce qui a donc motivé la création de ce qui a motivé beaucoup plus ces regroupements de communes, c'est pour des raisons de proximité et aussi pour des raisons de spécificité. Et j'ajouterais des raisons d'identité aussi. Les enjeux territoriaux n'étant pas les mêmes, chaque région, chaque département avait besoin de mettre en place sa forme d'organisation qui lui permette d'être plus efficace et plus efficient. La NCB, se retrouvant à l'échelle nationale, ne pouvait pas être en situation de proximité au niveau local. Donc, chaque région, chaque département a senti la nécessité de s'organiser pour défendre ses intérêts et être en même temps des relais pour l'ANCB. À travers des programmes ou des projets, je suppose? Exactement, à travers des programmes et des projets. Quand je prends le cas des collines, le groupement est né à partir d'une dynamique de coopération décentralisée. Et on a pris la forme associative parce que le cadre institutionnel légal n'était pas clair. Nous n'avions pas, en son temps, la loi sur l'intercommunalité. Aujourd'hui, cette loi est là. Et toutes les associations, pratiquement, sont en train de s'organiser pour se conformer. Alors, un ou deux projets, programmes que vous avez mis en œuvre concrètement sur le terrain? Bon, dans le cadre des collines, par exemple, nous nous sommes mis, à travers ce groupement intercommunal-là, en consortium avec la SNV, Bénin et EAA, pour aller à la conquête de moyens pour satisfaire aux priorités des populations à la base. Donc nous avons répondu à un appel à projet de l'Union européenne dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Je crois que l'élément fondamental qui a favorisé la sélection de ce projet-là, c'est un appel à projet à l'échelle internationale. Je crois qu'il y a 20 projets. C'est un projet actuellement en cours qui permet de réaliser des adductions d'eau potable pour les populations, de réaliser des fourrages, de réaliser des ouvrages d'assainissement
qui permettent d'améliorer les conditions de vie et de service aux populations. Comment appréciez-vous le parcours de l'ANCB en 10 ans? Bon, en 10 ans, je crois que je dirais l'ANCB a essayé de faire, tel que le secrétaire vient de le dire, des choses qui ont fait progresser les communes. C'est vrai qu'on aurait souhaité voir mieux que ça, mais sachant les conditions dans lesquelles on évolue tous en tant qu'association régionale et ANCB, on sait que les enjeux sont encore plus grands devant. Il y a des sujets préoccupants sur lesquels on aurait mieux voir l'ANCB monter plus en puissance. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous qui avez appuyé cette association fêtière des communes, êtes-vous fier des résultats présentés sur ce plateau? On doit dire, en 10 ans, l'ANCB a achevé déjà beaucoup. 10 ans, ce n'est pas un long temps dans la vie politique. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut encore améliorer. Ça, c'est clair, personne va le contredire. Mais tous les PTF qui travaillent dans le secteur de la décentralisation ont accepté l'ANCB comme un partenaire clé du processus. Et ça, en 10 ans, c'est déjà quelque chose qu'on a reconnu que l'ANCB parle pour les communes. Et c'est bien sûr très bien pour nous tous d'avoir un seul interlocuteur et pas les 77 maires. Ça ne va pas. Donc l'ANCB est devenu vraiment le porte-parole des communes. Et là, nous sommes fiers que les choses sont avancées. Pourtant, il y a encore des choses à améliorer. Par exemple, au niveau de la culture associative, seulement 30% de cotisations entrent annuellement. Exactement. Toutes les cotisations des communes pour l'ANCB, pas tous les communes les payent à l'heure. L'ANCB, pour le moment, dépend encore trop des sources financières de l'État et des PTF. En plus, on doit dire, le dialogue au sein de l'ANCB pourrait, pour mon goût, être parfois un peu plus neutre et moins politisé. Parce que le plus l'ANCB parle avec un voix, le plus fort l'ANCB est envers les autres. Alors, M. Mebouidi, comment faire pour surmonter les démons de la division au sein de l'ANCB? Il faut dire que... Querelle de clocher politicienne. Le clocher, vous l'avez déjà dit par rapport aux cotisations, le niveau est bas. Les gens attendent beaucoup de l'ANCB. Les communes reprochent des choses à l'ANCB, nous voulons ci, nous voulons ça. Mais tout le monde oublie que pour que l'ANCB puisse aller vers les communes, il faut qu'elle ait les moyens. Donc il faut nécessairement que nous puissions payer les cotisations. Maintenant, il faudrait faire un effort pour ne pas politiser l'ANCB. C'est ça qui fait souvent qu'il y a des querelles de clocher. Au départ, on dit tel n'est pas ici. Mais je crois qu'avec des efforts qui sont faits de part et d'autre, et vraiment la paix est revenue dans la maison. Et puisque nous avons compris que c'est notre maison commune, pour que les choses puissent marcher, pour que l'ANCB puisse représenter valablement les communes et défendre leurs intérêts, il faut que nous puissions parler d'une seule et même voix. Voilà pourquoi l'effort est fait. Et quoi que depuis un moment, tout le monde est ensemble. Bon, la querelle dont vous parlez, c'est du passé. C'est du passé. Très bien. Alors, vous dites ça sous le contrôle du secrétaire général qui va avoir le dernier mot sur ce plateau. Qu'avez-vous à faire concrètement pour faire avancer la mission de l'ANCB, pour conclure ce plateau? Oui, moi je crois que, comme les uns les autres l'ont dit, il faut absolument que l'ANCB soit désormais plus politisée. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'ailleurs la politique. Nous sommes sur le plateau, mais nous sommes de bords différents, de bords politiques différents. Et puis, on s'entend très bien, et on travaille bien. Le maire de Pangouala, Aboumé, Boyko, tout ça là. Mais nous ne sommes pas, on est 4 maires ici. Il a 3 ou 4 tendances. Ça veut dire que toutes les tendances sont réunies au sein de l'ANCB. Et l'ANCB fait son petit bonhomme de chemin. 10 ans, vous savez, un enfant qui a 10 ans n'est qu'au CM1 ou au CM2. Donc, les gens doivent pouvoir nous comprendre que nous ne pouvons pas prendre un lourd fardeau comme les pays qui ont 20 ans ou 30 ans de décentralisation ou des centenaires de décentralisation
Or, maintenant, avec notre petit âge, tout le monde, les gens veulent que nous fassions tout. Cela étant, je crois que toutes les structures, et la société civile, les ONG, même les membres du gouvernement doivent nous aider. Monsieur le maire de Sémékoudi, on vous aura compris, vous êtes le secrétaire général de l'Association nationale des communes du Bénin. 10 ans, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu non plus. C'est un jeune âge et vous demandez qu'on vous comprenne, qu'on comprenne les petits faux pas qui entachent la marche de 10 ans que vous avez pu observer jusque-là. Le chemin est long. Appel à l'État pour qu'il vous appuie parce que votre réussite, c'est également la réussite de la politique de développement du gouvernement. Peut-être aussi faudra-t-il envisager des partenariats avec des groupements intercommunaux pour appuyer, rendre efficace votre action de proximité aux côtés des 117 communes. Merci à vous également, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, d'avoir accompagné la NCB et peut-être accepterez-vous de poursuivre le chemin avec eux. Bien sûr. Ben voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On va sur le troisième panel, l'évaluation du processus de décentralisation. Ça va également vers l'invention de solutions ou l'amélioration du cadre législatif, du cadre institutionnel et surtout des solutions en matière de gouvernance de l'économie locale. C'est un chapitre des perspectives qu'on va aborder avec le troisième panel. Mais avant ce petit intermède, un clin d'œil à la NCB. Citoyennes et citoyens à la base. La décentralisation n'est pas seulement l'affaire des élus. Le conseil communal a besoin de votre accompagnement dans la mise en œuvre des actions de développement local. « 10 ans de décentralisation, après l'évaluation du processus et des acteurs associatifs, de leur mission, de leur travail sur le terrain aux côtés des mairies, il est question de se demander sous quelle perspective améliorer le processus au profit des populations bénéficiaires. Amélioration des textes, pour que les textes servent l'organisation sur le terrain. Il est question de voir sous quelle perspective améliorer les questions de financement, les questions d'organisation, de formation des maires. Pour aborder ces questions, pour essayer d'inventer des solutions au profit de la décentralisation, nous avons sur ce plateau des acteurs du terrain concernés au premier chef. J'ai le plaisir de vous présenter sur ce troisième panel, en premier lieu, le maire de Grand Popo, M. Benjamin Clotaire. Vous êtes également le deuxième vice-président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Un deuxième acteur du terrain très actif, qu'on voit également sur le terrain dans sa mairie, qui fait beaucoup parler de ses actions. Un jeune maire, Luc Atropo, maire de Boycon. Avec vous, on va voir également comment améliorer tant les programmes éducatifs que les programmes de développement et les questions de financement. Nous retrouvons la chef de file des partenaires techniques et financiers. Elle représente la coopération suisse, mais ici sur ce plateau, l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la décentralisation. Madame Séverine Donné-Descartes. On vous retrouve à nouveau. Et puis en face de vous, à mon extrémité droite, un monsieur qui remue les médias. Il est tout un programme sur un plateau, beaucoup d'animation, parce qu'il se positionne comme le défenseur de toutes les causes en tout cas, il se bat contre l'exclusion à travers Alclair, Association de lutte contre l'ethnocentrisme. Non, association de lutte contre le racisme. Le racisme d'abord. D'abord, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et nous avons pour objectif la promotion, la protection, la défense des droits de l'homme, la promotion de la bonne gouvernance à travers la promotion de la reddition des comptes et la lutte contre la corruption. Ça y est, c'est parti. Il a pris la parole et si je ne lui arrache pas... En tout cas, c'est un peu dans cette veine que vous veillez à ce que tous les COPEC qui sont utilisés au niveau local aient des impacts directs et vérifiables sur les citoyens. Absolument, parce que vous savez, l'engagement du public est essentiel à l'efficacité de l'administration publique. C'est pour cela que nous avons organisé à la base les citoyens
pour participer à la gestion de leur commune. Parce que le rôle de veille sur la gouvernance locale. Absolument, puisque la gestion doit être participative. On verra sous votre regard comment améliorer ce travail de reddition de comptes et de veille sociale à la base. Et ce n'est pas le biais de nos CPC, nos cellules de participation citoyenne. On vous invitera à les définir tout à l'heure. Absolument. Dans le public, on fera intervenir d'autres acteurs de terrain. On va retrouver le maire de Cleucamin, Christophe Megbedji, qui va aussi se prononcer sur un certain nombre de perspectives. Une ancienne maire, je préfère féminiser le titre, tant il y a très peu de féminisation dans les rangs des maires. Actuellement, il y a une seule qui est maire au Bénin, maire de Kérou, mais on a la chance d'avoir ici, dans le public, l'ancienne maire de Kétou, en la personne de Madame Lucie Cessinou. Et puis, on va retrouver également un acteur ou une actrice de la coopération décentralisée, Madame Rebecca Armstrong. Première question à vous, monsieur le maire de Grand Popo. Je voudrais vous demander, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a, par rapport aux menaces qui pèsent sur l'Association nationale des communes du Bénin, qu'il y a, apparaît au plus pressé, même au niveau des textes, parce qu'on apprend qu'il y a des velléités de création de l'Association des maires adjoints du Bénin. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est une situation réelle. Après 10 ans de décentralisation, les adjoints ont tendance à attribuer à l'ANCB le nom d'association des maires, alors que c'est une association qui concerne les communes. Alors, les gens le font par dépit parce qu'ils considèrent, notamment ceux qui ont des velléités de création d'une autre organisation, que peut-être vous ne rendez pas compte de vos délibérations à la base dans les conseils communaux au niveau de l'ANCB. Non, toutes les délibérations faites au niveau de l'ANCB, les comptes rendus sont faits dans les conseils. Donc ils sont au courant de tout, mais ils estiment que la loi ne leur donne pas une certaine prérogative. À savoir, ils n'ont pas d'attribution légale. Les textes disent seulement les adjoints assistent le maire. Dans assiste là, qu'elles sont dit, c'est que chaque maire peut y mettre ce qui lui convient. Mais dans cette délégation, au niveau de la loi, c'est le maire qui répond de cette délégation. Mais figure-toi que tu es un adjoint qui n'est pas de ton bord politique. S'il n'exécute pas la délégation, que tu n'as aucune forme de pression sur lui. Donc, il peut l'exécuter, mais il l'exécute sous ta responsabilité. Ça peut donner lieu à des blocages. Ça peut donner lieu à des blocages. Donc, du coup, certains hésitent à déléguer les attributions outre que l'état civil, par exemple. Si vous permettez, je vais faire réagir M. Luc Atropo. Est-ce que vous considérez qu'au niveau des textes, il soit nécessaire de revenir repréciser dans les textes qui accompagnent la décentralisation le rôle des adjoints au maire? Oui, merci. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau des textes. Le maire de Grand Popo vient de faire une certaine caricature. Et c'est vrai, j'adhère pas entièrement à cette manière de voir les choses parce que j'estime que les questions de développement doivent dépasser très largement les questions de personnes. C'est vrai, il y a des réalités qu'on ne devrait pas occulter, il y a des problèmes qui existent. Mais je pense que si l'État central a accepté de décentraliser, les maires devraient aussi apprendre à décentraliser. C'est vrai, les textes disent le maire peut déléguer. Du coup, on se dit peut, ça veut dire aussi peut ne pas. Je pense très bien qu'on devrait comprendre peu, c'est forcément délégué. Puisqu'un conseil communal d'une vingtaine de personnes, c'est simplement pour que chaque acteur puisse jouer un rôle. Moi, je pense que dans les communes, on peut canaliser les choses, on peut décentraliser, on peut responsabiliser les élus, on peut responsabiliser les adjoints, mais le maire a toujours un droit de regarder ce qui se fait. Puisque celui qui est responsable et celui qui délègue peut retirer. Dès que vous le faites et que vous constatez que ça n'avance pas, il vous est loisible à nouveau de dire bon ok d'accord, ça ne marche pas, et reprenons les choses. Et très franchement, je pense, c'est ma vision des choses. Moi dans ma commune j'ai décentralisé, moi j'ai délégué beaucoup de pouvoir à mes adjoints, j'en ai même délégué à des élus qui ne sont pas adjoints. Je pense forcément qu'on devrait le faire. Puisque ces modalités de délégation ne sont pas formalisées, est-ce que vous concevez qu'on puisse, dans les tests d'application, les mettre noir sur blanc?
C'est possible, on peut le faire, mais je pense que nous-mêmes à l'interne, sans qu'on le fasse, qu'on devrait être en mesure. Ah oui, parce que quand même le maire, c'est un peu comme le chef d'orchestre, il devait être là pour tout organiser, pour tout regarder. Donc, il faut donc mettre les gens à l'épreuve pour pouvoir bien orchestrer. C'est ma vision des choses. Et je ne refute pas que dans les communes, il y a des velléités de blocage, pas des élus, ça existe certainement dans certaines communes, mais il vaut mieux que nous fassions l'effort de nous mettre au-dessus de cela pour que la population qui nous a élus ressente le mieux-être et le bien-être. Voilà. Sur la question du financement, je voudrais faire intervenir le chef de file des partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce qu'il faut? Les textes prescrivent à l'État central de leur transférer des ressources, mais ça n'évolue pas. À vos yeux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Coopération décentralisée, c'est quoi l'alternative? C'est vrai qu'on a parlé beaucoup dans le premier panel de l'importance de la décentralisation des ressources financières pour accompagner les compétences transférées des moyens. Et je pense que cette décentralisation financière, surtout des ministères sectoriels, doit continuer et nous encourageons cela. Elle va prendre du temps, c'est un processus, on l'a dit, la décentralisation est un processus, la décentralisation est un choix politique qui a été fait par le gouvernement, ça va prendre du temps. Il y a déjà une évolution certaine, si on regarde, comme je le disais auparavant, les montants augmentent tant pour le FADEC affecté. Suffisamment à vos yeux? Bon, on peut toujours améliorer. Il y a certains ministères pilotes qui sont plus prompts, notamment le ministère de l'Éducation primaire à le faire. La santé, l'eau, l'agriculture sont encore des enjeux sur lesquels on doit vraiment travailler. Néanmoins, à côté des financements décentralisés, je pense qu'il y a aussi d'autres alternatives à regarder, notamment la mobilisation propre des communes. On sait qu'il y a déjà beaucoup qui se fait à ce niveau-là. Il y a certainement encore d'autres choses à faire. Je pense notamment à la taxe de développement local, qui est un outil pour les communes pour pouvoir augmenter les ressources. Alors l'augmentation de cette taxe passe par le dynamisme de l'économie locale, le dynamisme qui est lui-même motivé par la valorisation des produits locaux, la valorisation des artisans, la valorisation des PME locales à tous les niveaux. Et là, c'est vrai qu'on parle souvent aussi des appels d'offres, de la possibilité aux communes de s'assurer que les marchés, par exemple, puissent être obtenus et gagnés par les artisans locaux, de manière à augmenter aussi l'assiette fiscale des communes. Ça, c'est Monsieur le Patropo, qu'est-ce que vous imaginez au terme de votre expérience qu'on puisse améliorer au niveau du financement local? Les investissements les investissements productifs locaux, apparemment, ce n'est pour le moment pas la source la plus privilégiée, mais pourtant, on l'indique comme l'une des possibilités. Merci. Le budget communal est essentiellement fiscal. Première chose. Deuxième chose, je pense que tant qu'on n'aura pas renforcé les communes locales, on ne pourra pas aboutir à la vraie décentralisation. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de décentralisation sans moyens. Il faut les moyens et il faut que la population à la base, après sensibilisation, parce que c'est là aussi le problème, et pour que la population participe, il faut bien que la population soit sensibilisée. Le civisme local. Le civisme local, fiscal. Il ne faut pas que nous oublions que nous, les politiques, à l'avènement de la décentralisation, nous avions chanté à la population que tout viendrait, tout descendrait. Et maintenant, là, la réalité est là, qu'il faut que la population participe. La population n'a forcément pas été préparée à cela. Et je pense que cette question de sensibilisation demeure. Et lorsqu'on sait s'y prendre, je pense très bien que on remarque quand même qu'un effort se fait. Et la population n'est pas aussi exigeante que ça. Elle veut très bien comprendre à quoi ça va servir l'argent. Il faut lui donner des gages. Des gages. Et il faut la réduction de comptes. Dès que les gens comprennent à quoi ça sert, dès que les gens constatent que quelque chose se fait, je vous assure que les gens accompagnent. Parfois, vous êtes agréablement surpris de ce que la population peut faire pour accompagner un développement. Monsieur Martin Assoba, vous avez un regard sur la question du financement? C'est ça, c'est ce que nous avons souvent dit à certains maires qui étaient très réticents, qui ne voulaient pas de la reddition des comptes, mais nous leur avions fait comprendre que c'est la loi qui les y oblige. Et nous leur avions fait comprendre que c'est en faisant la reddition des comptes que les populations comprendront mieux les enjeux et viendront en rescousse en participant au paiement des taxes. C'est un préalable à l'incitation fiscale. C'est très important. Premièrement, ça les dégage eux-mêmes.
Ça les dégage. Quand vous vous rendez compte, ça vous dégage. Ça vous rend beaucoup plus léger. Et les populations vous comprennent mieux parce que vous devez présenter aussi vos difficultés aux populations et leur parler de comment il faut faire pour trouver les moyens qui doivent provenir parce qu'il y a des financements pour lesquels les partenaires disent nous vous venons à 80%, mais vous devez rechercher 20%. Ces 20% ne viendront pas de la poche des maires. Élus locaux et communaux. Une gestion fermée et inaccessible est source de suspicion, de crise et d'instabilité. Vous devez donc développer des réflexes de compte rendu systématiques sur la prise de décision et sur l'utilisation des ressources communales. La reddition des comptes est un excellent instrument pour une gouvernance locale apaisée, participative et productive. On va offrir l'occasion à l'ancienne maire de Kétou qui est parmi nous de réagir sur la question du financement, du rôle de ces expériences. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez, Madame Lucie Cessinou, sur quoi doit-on appuyer véritablement la question du financement local pour régler ce défi qui se pose aux maires? 10 ans de décentralisation, je pense que nous n'avons pas échoué. Il reste certes des choses à améliorer. Et au nombre de ces choses, je pourrais dire qu'il reste l'éducation des populations. Nos populations doivent être éduquées selon les tests de la décentralisation. Les élus aussi doivent être formés. Parce que jusqu'à ce jour, même si on sent une amélioration, il y a des élus qui ne connaissent même pas les tests de la décentralisation. Or, vous savez très bien que sans manuel de procédure, on n'a que les tests. Le miroir, c'est les tests. Si un élu ne connaît pas les tests, il va échouer sa mission. Dans sa mission, c'est clair. Et le maire, les mairies aujourd'hui doivent être aussi gérées comme des entreprises privées. Les maires... Mais pas personnel, hein? Pas personnel. Avec la rigueur de l'entreprise privée. Oui, ça doit être géré comme des entreprises. Les maires doivent coordonner, superviser, mais ce n'est pas à eux de s'approprier tout le pouvoir et rien que le pouvoir. Les maires doivent savoir partager. Ils partagent et ils contrôlent. C'est ça le rôle d'un maire. On peut avoir beaucoup d'argent et ne pas réussir. C'est pour ça que moi, je ne mets même pas l'accent sur l'argent. Il faut nécessairement que les gens soient formés pour utiliser l'argent à bon escient. Compétence, organisation, efficacité. Efficacité, justement. On va entendre M. Megbeji sur la question du financement, le défi du financement. Est-ce que l'intercommunalité pourrait être aussi une réponse? Tenez, l'eau qui est bue à Cotonou n'est pas de Cotonou. Elle est d'Abomey-Calavi. L'eau qui est bue à Zové est de Diakotomé et vice-versa. Donc vous voyez que la nature elle-même nous impose l'intercommunalité. Et les pistes, nous devons, vous savez, il n'y a pas de piste qui s'arrête à l'échelle d'une commune. Elle traverse la commune et va dans une autre commune. Et nous avons le devoir de nous mettre ensemble. C'est pourquoi l'avènement de cette loi de 2009, sur l'intercommunalité, doit être salué. Pour que nous puissions nous mettre ensemble pour aller vers la création des EPCI, des établissements publics à caractère intercommunal, pour mieux faire. Des communes ont acheté des niveleuses. Il faut que d'autres puissent acheter des bulles. Il ne faut pas avoir des niveleuses partout. Des communes ont acheté donc des camions, citernes. On doit mettre ensemble donc les moyens, les efforts pour aller de l'avant. C'est ce que j'ai pu dire. Mais je voudrais placer un mot par rapport, par exemple, à la délégation. Donc, vous avez parlé, par exemple, des attributions. En réalité, le législateur a dit
que les adjoints assistent les maires. Mais le gouvernement central a pris soin de prendre un décret. Le décret existe. Ce n'est pas qu'on agit dans le vide. Il y a un décret portant donc délégation d'attribution et d'autres décrets portant délégation de signature. Et ce décret a permis à beaucoup de maires d'attribuer des domaines importants à leurs adjoints. Thierry, c'est au maire qui a donné la latitude de... Oui, justement, c'est vrai, il faut être un chef d'orchestre pour régir. Il faut être un chef d'orchestre. Si on refuse d'être un chef d'orchestre, on veut être à la guitare, on veut être à la barre, comme dit ça, partout. Qui trop en être chanteur, alors on finira par ne rien faire. C'est pour cela qu'il faut faire une division du travail pour aller vraiment... Et là, c'est un travail que vous devez faire au sein de l'ANCB, l'Association nationale des communes de Bénin. Ça doit ressortir de vos attributions. Le travail se fait déjà au sein de l'ANCB. Vous savez que les associations départementales et régionales servent de relais. L'ANCB a fait une tournée pour parler aux communes, aux associations sur plusieurs thèmes. Je voudrais aussi, si vous le permettez, très rapidement, madame a souhaité que l'on puisse vraiment promouvoir les PME locales pour développer l'économie locale. Nous devons nous mettre ensemble pour les former. Pour les former, parce que si vous faites une consultation restreinte, vous désignez trois, ou bien vous lancez, vous pouvez être amené à lancer le même appel d'offres plusieurs fois. Parce que sans pas de dossier. Personne ne vient acheter le dossier. Donc il faut les former, les outiller, pour que ces PME soient aptes à acheter les dossiers et à pouvoir concourir. Ce que je puis dire, merci beaucoup. C'est pour ça qu'il faut aussi que l'État central joue toujours de sa souveraineté et développe des infrastructures, des centres de formation, d'éducation et peut-être créer, j'en sais rien, un code d'investissement peut-être plus privilégié pour les communes. J'en sais rien, juste des idées. Il faut renforcer donc, ces PME-là. Et au niveau des communes, nous avons parlé des potentialités. Il faut pouvoir transformer les produits locaux. Les gens jettent des oranges, par exemple, après quand même. On jette la tomate. Mais il faut pouvoir les transformer. Et c'est la même chose un peu partout dans nos communes. Il faut travailler pour créer des marchés locaux. Il faut pouvoir transformer ces produits locaux-là pour promouvoir l'économie locale. Donc vous appréciez l'installation d'usines de transformation de fruits et autres dans oui, c'est un début. C'est un début. Parce qu'on n'est pas encore allé vraiment au niveau des gros greniers. Ça, je l'affirme. Il faut aller au-delà des projets et que vraiment cela. On va, parlant de coopération décentralisée, vous avez dit l'intercommunalité montre combien il est important, difficile d'être heureux tout seul, il faut tendre la main aux autres. On va voir au niveau de la coopération décentralisée, vous avez évoqué des problèmes de formation. On va entendre une actrice que j'ai annoncée au début, Madame Rebecca Armstrong, qui va nous dire, par rapport à tout ce que vous venez d'entendre, au-delà des jumelages qu'il vous arrive de faire à travers la coopération décentralisée, il y a des besoins de formation, des besoins de financement. Diantre, les besoins sont énormes. Qu'est-ce que vous pouvez prendre sur vous de faire davantage? Merci à vous. Une opportunité forte pour les collectivités comme la communauté d'agglomération Seine-Nord qui a lancé une démarche de coopération, c'est justement la décentralisation à la française qui a permis aux collectivités de se doter d'un certain nombre de compétences, y compris celle de la coopération décentralisée. Et en parallèle, la loi, je pense notamment à la loi Oudin-Santini, une loi française, qui a permis aux collectivités de se doter de recettes spécifiques dédiées aux opérations de coopération décentralisée. Donc n'importe quelle collectivité territoriale française peut, de par la loi et par le processus de décentralisation, venir accompagner des territoires à l'international. Alors pour le coup, pour l'agglomération Seine-Nord, la commune de Boïcon. Donc voilà, la décentralisation, c'est aussi un moyen pour nous d'accompagner des projets qui soient au plus près des besoins des populations, des attentes locales qui sont définies dans les plans de développement communaux comme il en existe dans de nombreuses communes du Bénin. Et ce que je voulais également préciser, c'est que pour réagir un peu au débat, c'est que l'intercommunalité en France, c'est vraiment la clé de voûte
de la décentralisation. On parle souvent du couple entre l'État, les intercommunalités et puis également la région qui a un rôle important parce que les intercommunalités permettent de mutualiser des moyens, des compétences et d'atteindre des effets de seuil qui permettent de développer de vrais projets, infrastructures ou services à l'échelle des territoires. Et c'est ce qui me semble important en matière de décentralisation. Et un outil fort que nous utilisons, c'est celui de la contractualisation. Contractualisation entre l'État et la région, mais également contractualisation entre les collectivités, les agglomérations, les communautés de communes, avec les interlocuteurs qui sont départementaux, régionaux, pour ensemble construire des projets de développement à l'échelle du territoire. Alors évidemment, il faut mettre des financements en face, et c'est ce que l'on met à profit dans notre coopération, par exemple, avec la commune de Boïcon. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Luc Atropo, est-ce que vous considérez que l'intercommunalité pourrait être une chance pour le financement de la décentralisation tel que c'est présenté là? Je pense qu'aujourd'hui, les communes doivent mutualiser les efforts. Déjà, nous n'avons pas beaucoup de moyens et parfois, nous ne sommes pas assez vigilants pour comprendre qu'il n'y a pas de développement sans mutualisation. Quand vous prenez un département qui a un certain nombre de communes, il y a forcément des similitudes entre ces communes-là. Et aujourd'hui, c'est bizarre. Imaginez 9 communes dans un département, lorsqu'une commune achète une niveleuse, les 8 autres veulent acheter une niveleuse. Mais lorsque moi je prends ma commune, quand vous prenez 12 mois, c'est à peine que la niveleuse travaille pour un mois. Ça veut dire que nous avons encore 11 mois en l'air qui peuvent servir aux 9 autres communes. Et ça optimise les investissements. Ça optimise les investissements. Mais aujourd'hui, vous avez un camion, les autres veulent acheter aussi un camion. Du coup, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Et l'intercommunalité peut régler ce problème. Dans les pays européens, par exemple, il y a des compétences qui sont dévolues aux agglomérations. Et du coup, la seule agglomération travaille dans toutes les autres communes parce que cette compétence est une compétence de l'agglomération. Donc, l'intercommunalité aujourd'hui peut régler beaucoup de problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau du ZOU, l'Union des communes du ZOU, dont je suis le président, depuis quelques mois, nous avons commencé par faire un travail. Nous nous sommes dit, mais ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent. Il faut travailler aujourd'hui à faire en sorte que nous soyons ensemble, qu'il y ait des compétences que nous puissions laisser à l'intercommunalité qui est l'UCOSE et que du coup, nous puissions travailler à être beaucoup plus efficaces. Je pense que ça, c'est essentiel et tant qu'on ne parviendra pas à le faire, ça pose un problème. On a parlé tout à l'heure de l'intercommunalité, la coopération décentralisée aussi. Vous savez, les communes ont pour acteur l'État central déjà, et évidemment la population qui paye les impôts, et vous l'avez si bien dit. Et pour payer les impôts, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il faut travailler à ce que l'économie locale soit forte. Parce que parfois, les communes fonctionnent comme si, lorsqu'on est dans une commune, il faut signer les actes, il faut légaliser les actes, et il faut aller à des différentes réunions. Mais non, si vous voulez percevoir des impôts au niveau des femmes au marché, il faut renforcer les femmes au niveau des marchés. Je pense qu'hier, par exemple, avec nos partenaires, on a octroyé pratiquement 33 millions de francs CFA, ça fait 50 000 € aux femmes de Boïcon, et c'est gratuit. C'est-à-dire déjà la commune avait un programme de microcrédit pour les femmes avec 20 millions. Les partenaires sont venus avec 50 000 €. Et ça, là, c'est pour accompagner, c'est pas pour passer parce que la loi française ne permet pas de faire de microcrédit à la population. Mais la France peut accompagner donc nos partenaires lorsque quelqu'un a besoin de 100 000 francs. Pour lui donner les 100 000 francs. S'il doit aller acheter des ustensiles, etc., finalement, il n'aura plus rien. Donc nous remettons l'argent, mais eux, ils remettent les ustensiles gratuitement pour accompagner ces femmes-là. Demain, quand nous allons envoyer les collecteurs dans le marché pour percevoir, les femmes, c'est en rien qu'elles paieront 100 francs, 200 francs, 300 francs, parce que ça très bien que nous avons travaillé à ce qui se passe dans le marché. Donc je pense que les communes aussi ont le rôle de renforcer l'économie, et ça c'est au niveau le plus bas. Et les opérateurs économiques, et s'ils ne sont pas forts, vous ne pouvez pas prétendre avoir des impôts. Moi je pense qu'il y a quelques mois à Boïcon, on a organisé des voyages pour les opérateurs économiques, je crois. J'ai fait déplacer une vingtaine d'opérateurs économiques sur la Chine, j'ai fait déplacer une dizaine d'opérateurs économiques et sur la France, sur la Belgique. L'objectif, c'est pour qu'ils aillent voir ailleurs comment les choses se passent. Ce n'est pas un voyage solitaire du maire. Ah non, pas du tout. Les voyages ont été même financés par les opérateurs. Ce n'est pas la mairie qui a financé ces voyages-là. Mais quand ils sont partis... Vous l'avez fait percevoir l'intérêt qu'il y a. L'intérêt. Mais ils sont partis une fois, mais il y a des gens qui sont déjà partis 5 fois après ce voyage-là, 100 mois. D'où la question de la maîtrise même des enjeux, de la décentralisation, de la nécessité
nécessité de maîtriser des outils de gestion. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore assez, Luc Atropos, c'est un capitaine d'industrie qui a commencé par se lancer dans l'entrepreneuriat dès le collège, peut-être même un peu plus tôt. Bien sûr, et donc, qui développe, qui dirige sa mairie avec un esprit d'entrepreneur gagnant. Et ça renvoie à la question du niveau, de la capacité, du profil de ceux qui sont appelés à diriger les mairies, les entités locales. La question se pose aujourd'hui dans vos rangs. Comment est-ce que ça peut être réglé? Oui, je pense que l'insolution, ce n'est pas l'intelligence. On peut ne pas avoir un diplôme, être très bien combatif, être très bien entrepreneur. Il va falloir apprendre les outils modernes de management à ceux qui sont analphabètes. Il y a des techniciens toujours pour accompagner le maire. C'est toujours une équipe. Quand vous êtes un maire, et ça revient à la question de confiance. Quand vous avez de très bons cadres, des cadres capables de concevoir, je vous assure, vous réussissez toujours. Et la réussite n'est jamais une question personnelle. Il faut avoir de bons cadres. Et lorsque vous avez de très bons cadres, de très bons conseillers, et je pense, ma foi, que vous pouvez réussir. Il faut un niveau requis, il faut un minimum. Mais on n'a pas besoin d'avoir la maîtrise ou le doctorat pour être un bon maire. Il y a des maires qui n'ont pas un grand niveau, mais qui sont très efficaces. Merci. La question du découpage, rapidement, vous voulez réagir sur la question de la formation des maires? Il faudrait que les gens comprennent que s'unir pour bâtir, que c'est grandir ensemble. Il leur faut inculquer ça. C'est une question de culture. Le maire dit qu'on n'a pas besoin d'être très diplômé avant d'être manager. Moi, je suis un technicien de froid et d'électricité de formation. Mais je dirige Alcraer. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis seulement porte-parole. J'ai mon think tank, j'ai mon groupe qui s'occupe de la réflexion. La question, c'est d'avoir une haute conscience de sa mission. Absolument. C'est important. Au niveau de l'ANCB. Et de laisser de côté la politique politicienne du pays. Ça doit intéresser l'ANCB. C'est ça qui nous tue dans le pays. La politique politicienne. Oui, et les gens veulent tirer toujours le drap vers eux et laisser les autres nus. Tout comme si les autres n'ont pas froid. Et les gens veulent tout manger tout seuls. Et laisser les autres à jeun. Tout comme si eux, ils n'ont pas un intestin. Populations à la base. La participation citoyenne au développement local passe par une meilleure information. Les débats publics du conseil communal en sont un excellent moyen. Citoyennes et citoyens, la loi vous autorise à assister aux sessions du conseil communal. Votre présence effective à ces rencontres vous permet de vous informer, entre autres, sur l'utilisation de vos contributions fiscales et les actions de développement initiées par vos mandataires. Monsieur le maire de Grand Popo, vous êtes membre de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est des questions qui vous interpellent, notamment la formation des élus locaux. Vous devriez vous y atteler. Oh oui, je crois que... Vous devez faire carrément un travail de coaching à leur niveau. Absolument. Je crois que c'est même dans ce sens que le centre de formation du personnel des communes a été créé, le CEFAD. Et aujourd'hui, beaucoup de communes inscrivent déjà dans leur budget la participation de leurs cadres. Donc, les cadres de bas niveau aujourd'hui dans les communes, je crois qu'on n'a plus les hauts cadres du BPC qu'on avait dans le temps. Il y a le bas. Il y avait beaucoup d'ironie. Oui. Voilà, donc le niveau est un peu élevé, mais il reste à les spécialiser dans la gestion au niveau. Il reste la question de la maîtrise des textes également. Voilà. La maîtrise des procédures. Au niveau des conseils, je crois que ça créerait même de l'économie au pays, de former les maires une fois qu'ils entrent en fonction sur les thèses de la décentralisation, sur leurs responsabilités. Et il ne faut pas se lasser de répéter. Il faut vraiment répéter. Je voulais rebondir sur... S'il vous plaît, il nous reste à peine 4 minutes pour finir notre panel. Je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai appris d'autres départements. Hein? C'est dans d'autres départements que la tendance est à la création d'associations des maires. Oui, c'est dans certains départements. Et il faut dire que beaucoup d'élus n'ont pas adhéré à cela.
Donc il fallait présenter ça d'une certaine manière pour que les gens puissent comprendre qu'il y a cette tentative. C'est un phénomène marginal, vous voulez dire? D'arrimer la NCB à une association des maires. Voilà. Je crois qu'au niveau de la NCB aussi, la question de la reddition des comptes n'est pas occultée. Il y a un programme, le Pronarec, pour lequel les financements sont recherchés maintenant, pour rendre systématique la reddition des comptes dans les communes. Il y a aussi certains partenaires qui accompagnent un certain nombre de communes à faire systématiquement de la reddition des comptes au niveau de chaque année, mais sur des thématiques bien définies. Je crois que ça commence par prendre, et c'est un travail, c'est un outil, c'est un exercice qui libère les élus. Ça permet aux populations de voir ce qui se fait en leur nom. Et à plusieurs endroits, je crois que ça s'apprécie, ça se réclame, puisqu'après ces redditions de comptes, il y a des recommandations que les populations font. Et il faut les intégrer, présenter au conseil pour que ça puisse être exécuté. Très rapidement, Madame Séverine Donné-Descartes, est-ce que la question de la reddition de comptes se présentant comme un impératif, j'allais dire presque catégorique, est-ce que ça rejoint vos soucis de coopération? Vous avez envie d'accompagner ce type de programme, de démarche? Je crois que le maire l'a dit, de nombreux partenaires techniques et financiers le font déjà, la coopération suisse, la coopération allemande, la coopération hollandaise, l'Union européenne, il y en a voilà. Et je pense que c'est un élément clé de la décentralisation, mais de la démocratie aussi. On a parlé avant que l'objectif de la décentralisation, c'était de rapprocher l'administration des administrés, le citoyen de ses élus, pour pouvoir dialoguer. Et cette reddition des comptes, elle rentre dans ce dialogue, elle est là pour renforcer tant la démocratie que le développement économique. On l'a bien vu que ça peut aider aussi beaucoup par rapport à ces questions. Ça vous mobilise et ça va vous mobiliser encore. Voilà. On va finir sur la question du découpage territorial. Question querellée. On ne va pas rentrer dans des questions de fond qui divisent, mais juste si cela devait s'imposer, à vos yeux, quel serait le mot d'emploi? Quels seraient les critères, les principes directeurs? Je crois que par rapport au découpage, il y a beaucoup de conflits qui naissent dans les communes et même entre villages. Et vous avez aujourd'hui la création d'autres unités, mais la loi n'est pas allée plus loin en délimitant tout de suite. C'est un problème qui reste entier d'un village. Dans deux villages dans une même commune, ça se comprend, mais entre une commune et autre, entre deux communes, c'est plus difficile. Alors, il faut vraiment qu'on prenne la question de manière sérieuse pour voir si nous avons d'abord besoin de tant de départements. Est-ce qu'on doit découper parce qu'il faut découper? Il faut vraiment qu'on analyse la question. Parce qu'il y a des communes, par exemple, il y a des départements entiers qu'on peut parcourir en une journée, mais qu'on est obligé de découper parce qu'on veut répondre à des critères politiques. Je crois qu'on doit faire un peu attention pour savoir ce que nous voulons. Monsieur Lucas Tropo, il faut prendre le temps de mûrir avant de s'y aventurer. Oui, merci. Je pense que dans les pays développés, on travaille à faire disparaître les frontières. Quand on parle de la zone euro aujourd'hui, on dit on travaille à faire disparaître les frontières. Alors que chez nous, on travaille à matérialiser les frontières, c'est caractéristique du sous-développement. Et ça revient au problème de l'intercommunalité. Je pense qu'on n'en a pas besoin. En réalité, on n'en a pas besoin. Et découpage, ok, et ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pour le réel développement, je ne sais pas ce que le découpage pourrait apporter. Les techniciens le diront mieux que nous. Mais il vaut mieux que nous allions à l'essentiel, que nous travaillions à l'intercommunalité afin d'éviter ces petits problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, comme il a si bien dit, il y a même des communes où vous travaillez à rechercher les limites des quartiers, des villages. Ça va servir à quoi de délimiter deux villages? Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Et je pense que ce n'est pas ça le développement. Il vaut mieux que nous allions à l'essentiel. Le découpage, écoutez, on a découpé de 6 à 12. On n'a même pas pu placer les 6 autres en place. Et maintenant, on veut encore redécouper. On veut ressaucissonner. Vous êtes d'accord avec M. Lucas Tropo? Alors que nous n'avons même pas les moyens d'installer 6. Et depuis, c'est le seul préfet qui gère 2 communes à la fois.
Et il n'a deux départements à la fois. Et il n'a même pas les moyens. On vous a compris, M. Barthélémy Assongwa. Tout ça, c'est la politique. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est la politique. Politique politicienne. Faisons attention qui ne nous amène à la nulle part. politisation des questions de développement. Cela vient investir également les questions de découpage territorial. Allons à l'essentiel, a dit Luc Atropo, maire de Boycon. L'essentiel, c'est un certain nombre de questions clés. Financement du développement local, transfert de compétences, de ressources, et puis organisation, formation des élus locaux aux enjeux de développement local. L'une des conditions également de mobilisation des acteurs, des citoyens, c'est la reddition des comptes. C'est juste une question de principe de bon sens et de conscience de ce que les maires ont, de leurs responsabilités par rapport au développement local. Merci de nous avoir suivis ce grand plateau en 3 panels sur le bilan de la décentralisation, mais également des associations qui interviennent, la NCB et puis les associations qui agissent sur le terrain de l'intercommunalité que vive donc la décentralisation, puisque tout le monde admet qu'elle est nécessaire pour le développement harmonieux. Merci. À bientôt.